Très prochainement, le Parlement de la Confédération de l'AES verra le jour. C'est le président du Conseil national de transition, CNT malien, qui parle. Il l'a fait savoir hier à sa sortie d'audience avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le point des échanges entre ces deux personnalités à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, Ali Guissou n'est plus de la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football FBF pour l'instant. Sa candidature a été invalidée hier pour dossier incomplet. Résultat, l'élection à la tête de la fédération prévue pour le 31 août prochain sera un duel entre le colonel-major Oumarou Sawadgo et l'ancien joueur des étalons Jonathan Pitouapa. Voilà qui fait la une de l'actualité ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Hier, 25 juillet 2024, le président du Conseil national de transition, CNT du Mali, était chez le chef de l'État. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études et de protection civile, le colonel Malik Ndiaye et sa délégation est allé parler coopération parlementaire avec le capitaine Ibrahim Traoré. Sur le sujet, le chef du Parlement malien souhaite renforcer des relations parlementaires qui ont toujours existé entre le Burkina Faso et le Mali. Au-delà, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont ponctué les échanges et on apprend que très prochainement, le Parlement de cette confédération verra le jour. On écoute le colonel Malik Ndiaye au sortir de son tête-à-tête avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso nous a vraiment invités à renforcer ces liens parlementaires qui ont toujours existé entre nos deux pays et qui doivent s'élargir très bientôt. Nous savons que le Burkina a toujours été une destination pour la transition pour les autorités maliennes. Donc aujourd'hui, nous parlons du traité de la Confédération. Très prochainement, le Parlement de la Confédération des États de l'AES verra le jour. Également, je voudrais profiter de vos micros pour saluer le leadership, la clairvoyance de nos trois présidents. Avant de rencontrer le chef de l'État, le colonel Malik Ndiaye était à l'ALT, l'Assemblée législative de transition, où il a délivré un message d'espoir. Dans son discours, il a mis l'accent sur la création du Parlement de la Confédération de l'AES dont on parlait tantôt, une adresse très bien accueillie par les parlementaires burkinabés, comme vous allez le voir dans ce reportage de Roméo Kweta. Tonnerre d'applaudissements à l'hémicycle après le discours du colonel Malik Ndiaye, président du Conseil national de transition du Mali. Du haut de ce pupitre, il s'est adressé au peuple de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. L'hôte du Parlement burkinabé a livré un message d'espoir, tout en réaffirmant l'aspiration des dirigeants de cette confédération naissante à la souveraineté. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. Les indices de notre développement sont nombreux et nous le savons. C'est ce qui fait peur à certains. Selon le président du Parlement malien, chaque génération doit assumer sa mission devant l'histoire. Et le temps est venu pour la génération actuelle de conduire le peuple de l'AES vers le développement tant attendu. La mission de notre génération, Monsieur le Président, est de réussir à bâtir sur cette terre bénie du Sahel une entité politique, économique, militaire forte, enviée, où il fait bon vivre. Un espace fécond, respecté et ouvert aux autres peuples du monde. Avertissement donc à ceux qui ambitionnent freiner cette marche en avant. Et gare à ceux qui, dans certains salons feutrés dans nos pays, dans la sous-région et ailleurs, cogitent sur des projets de déstabilisation désespérés. Ils trouveront les peuples, les vaillants peuples de l'AES debout comme un seul homme devant eux.
La Confédération des pays de l'AES devrait aussi toucher les parlements à travers la création de sessions confédérales des assemblées nationales des États membres. C'est l'une des conclusions du sommet des 3 chefs d'État tenu début juillet au Niger. Le colonel Malik Diao souhaite que cette mesure se concrétise dans les plus brefs délais. Le Parlement de l'AES, une fois installé, votera des lois qui auront une dimension confédérale. Nos populations se l'approprieront parce qu'elles correspondront à leur vision du Sahel. Enfin, permettez-moi de vous dire avec la main sur le cœur et avec une forte certitude que le Burkina Faso, le Mali et le Niger réunis ensemble dans la confédération de l'AES constituent l'avenir de la sous-région et du continent et portent le plus d'espoir pour la réalisation de l'unité africaine. Ce discours a reçu un écho favorable au sein des députés burkinabés. Très appréciable, j'ai vraiment apprécié son discours. Si vraiment ce qu'il a suggéré, on peut le faire très rapidement pour permettre à l'AES de bien démarrer ses travaux, en tout cas, ça sera bien souhaitable. Cette assemblée, effectivement, va légiférer donc des lois, voilà, allant dans le sens d'un développement commun, d'un développement durable donc, de ces 3 pays-là. On est un parlement au sein duquel on peut s'exprimer et exprimer la voix de nos différents peuples et aller donc petit à petit vers la fédération. Arrivé hier 24 juillet au Burkina Faso, le séjour du chef du Parlement malien et sa délégation prend fin ce vendredi. Le même jour, le président du CNT va parrainer la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile. De l'ALT, retournons maintenant au palais présidentiel de Koulouba où le chef de l'État a accordé une audience mercredi dernier à la délégation onusienne conduite par la secrétaire générale adjointe de l'organisation Amina Mohamed. Des représentants de l'ONU reçus après leur rencontre avec l'exécutif burkinabé. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'aide onusienne apportée au Burkina Faso. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, les échanges ont tout naturellement donc porté sur la crise sécuritaire et humanitaire entre autres. Question pour les 2 parties de mieux accorder leur violon pour des actions bénéfiques au profit du peuple burkinabé. Je vous propose d'entendre la chef de la délégation onusienne à sa sortie d'audience. We have had very substantive meetings with the government, the Minister of Foreign Affairs, but also with the Minister of Security Services, Justice. Ces 2 jours de mission ont été ponctués par une première rencontre avec le ministre des Affaires étrangères ainsi qu'un collège de différents ministres, le ministre de la Sécurité et de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie ainsi que le ministre de l'Éducation et un représentant de la ministre de l'Action humanitaire, avec lesquels les sujets des défis qui touchent et les crises qui touchent la région et le Burkina Faso ont pu être abordés. Ce sont des crises sécuritaires, crises terroristes liées également à la crise humanitaire, mais simplement pas limitées à la question des crises. La question du développement a été également débattue. Il existe des défis en termes d'éducation, en termes d'accès à l'énergie, en termes d'agriculture, qui sont des défis de développement. Ce sont aussi des sujets qui ont été discutés aujourd'hui avec le président du Burkina Faso et ce sont des défis sur lesquels le système des Nations Unies essaye, en comprenant mieux ce qui se passe véritablement au Burkina Faso, à trouver des solutions durables au bénéfice des populations burkinabées. C'est donc à ce travail-là que nous allons nous atteler, que cette mission est venue constater et a pu voir, toucher du doigt les réalités et sur cette base, on va pouvoir trouver des solutions qui puissent véritablement résoudre le problème des Burkinabés. La mission a également été ponctuée par une rencontre avec des partenaires internationaux ainsi que l'ensemble de l'équipe des Nations Unies au Burkina Faso et également avec un collectif, un groupe de femmes qui travaillent en tant que société civile au Burkina Faso. Et ces éléments ont pu être très utiles à la mission pour pouvoir justement saisir un peu mieux et voir aussi quelles sont les potentialités de solutions avec les femmes qui sont véritablement des solutions locales et qui soutiennent le Burkina Faso sur l'ensemble des défis qu'il peut rencontrer.
Donc c'est un ensemble d'acteurs qui ont été rencontrés, un ensemble d'acteurs qui ont une vision parfois différente, mais pour laquelle on essaye de joindre les forces pour pouvoir apporter une aide au Burkina Faso. On met le cap à présent sur l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. La deuxième édition du colloque international Thomas Sankara s'y est ouvert hier. Son thème est très évocateur, politique de développement endogène, une réponse aux crises en Afrique. Un thème d'actualité et très cher à celui dont le colloque porte le nom, le développement endogène sous toutes ses facettes. Et ces défis sont au cœur de cette édition qui prend fin ce 26 juillet. Plus de précisions avec Kwame Hervé Dapa. Le prestige rattaché au nom que porte l'événement a sans doute pesé dans la mobilisation. Presque tout le Gotha du monde intellectuel, universitaire et estudiantin était présent à l'ouverture de cette deuxième édition du colloque international Thomas Sankara. C'est un bel hommage à cette personnalité dont la vision politique restera toujours une source d'inspiration. Le thème choisi pour ce présent colloque est en phase avec les aspirations du président Thomas Sankara de son vivant et il continue toujours de penser à ce thème. Oui, il est avéré que le développement basé sur l'endogénéité était l'un des moteurs de la politique de Sankara, une notion dotée d'une vision globalisée. Le développement endogène est une conception du développement basée sur les ressources disponibles localement, notamment les savoirs, les expériences, les cultures et le leadership local. Le développement endogène, d'après le professeur Joseph Kizerbo, est une stratégie de développement qui s'articule autour de l'actualisation ou de la mise en valeur de ce que l'on a, de ce que l'on est et de ce que l'on veut devenir. Ce concept de développement s'inscrit donc dans une dynamique du passé, du présent, du futur et repose sur l'identité. Toujours selon le professeur Joseph Kizerbo, sans identité, nous sommes un objet de l'histoire, un instrument utilisé par les autres, un ustensile. Un objet de l'histoire, un instrument utilisé par les autres. Une phrase qui à elle seule désigne l'un des adversaires du développement endogène, l'impérialisme qu'il faut combattre. Notre anti-impérialisme concret et conséquent sera d'abord la toilette de nos mentalités pour nous débarrasser des réflexes néocolonialisés. La vision sankariste du développement n'est toutefois pas une vision de réclusion. Elle comporte une dimension d'ouverture sur l'extérieur, une ouverture nécessaire, maîtrisée, car, dit-il, en guillemets, nous ne saurions nous replier sur nous-mêmes en nous imposant une autarcie suicidaire. Cette ouverture doit toutefois être libre et mutuellement enrichissante. Cette lucidité du capitaine Sankara l'avait amené à activer le volet matériel de son développement endogène. Il s'agit de la réforme agraire et foncière qui a permis la maîtrise du foncier et la réalisation des champs collectifs, ceux de Wayenne. La préservation de la nature, notamment par les 3 luttes. Le reboisement intensif, la lutte contre les feux de brousse et la divagation des animaux. La promotion de la paysannerie et la promotion d'un modèle agricole résilient autour notamment des pratiques agroécologiques. Valorisation des produits locaux comme le Faso d'Anfani. Valorisation de l'identité et de la fierté à travers la culture de façon générale. Une vision dans laquelle semblent s'engager les pays de l'AES, dira Fidel Toé. Le développement endogène sera-t-il une réponse aux crises en Afrique? C'est d'ailleurs le thème de cette deuxième édition du colloque international Thomas Sankara.
Lui est aux portes de l'université. En attendant d'y entrer concrètement, il savoure son succès au baccalauréat. Abdoul Fattahou Tarnagda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, meilleur bachelier sur le plan national de la session 2024 du baccalauréat, a été reçu en audience hier par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Avec une moyenne de 19,31 sur 20, le premier à cet examen reçoit une moto toute neuve de son ministre de tutelle. C'était sous le regard de Leila Yampa qui nous en parle avec la voix de Benjamin Kwame. Cet après-midi, il est l'invité spécial du ministre en charge de l'Éducation nationale. Lui, c'est Fattahou Tarnagda, meilleur bachelier du Burkina Faso, session 2024. Élève de la série D, il a eu une moyenne de 19,31 sur 20. C'est une performance remarquable que les plus hautes autorités du système éducatif saluent à sa juste valeur. Des félicitations suivies d'une récompense symbolique. Le jeune bachelier de 19 ans reçoit une moto toute neuve des mains du ministre de l'Éducation nationale. Il est tout ému. C'est une immense fierté pour moi d'être présent au ministère de l'Éducation nationale. Ça prouve que seul le travail paye et en gros, je suis très fier de ça. 19,31 sur 20, c'est une moyenne qui frise la perfection. De quoi satisfaire le ministre qui estime que l'école burkinabé continue de produire des cracks en dépit du contexte sécuritaire difficile. À travers ce geste, c'est une manière pour lui de promouvoir l'excellence. Cette performance exceptionnelle de 19,31 sur 20 qu'il a obtenue au bac est un résultat satisfaisant pour nous aujourd'hui en tant que responsable de l'éducation, et nous voulons à travers sa personne saluer l'excellence, encourager l'excellence et promouvoir l'excellence au sein donc des élèves et de l'ensemble donc de tous ceux qui passent ces examens. Nous l'avons encouragé avec ce petit présent, comme quoi pour dire que quand on travaille, comme on le dit toujours, au bout de l'effort, il y a toujours une récompense, au bout de l'effort, il y a toujours une satisfaction. Et c'est le signe de ce petit geste donc, de la part du ministère pour l'encourager davantage et encourager tous ceux qui voudraient emboîter son pas. Le gouvernement burkinabé veut mettre en place des mécanismes de suivi afin d'accompagner les meilleurs élèves au baccalauréat à atteindre leur objectif. Quant à Fattahou Tarnagda, il a déjà choisi sa voie. Le futur étudiant veut s'orienter vers des métiers comme les mines ou les énergies renouvelables. En mode sport à présent, avec l'invalidation de la candidature de Ali Guissou à la présidence de la Fédération burkinabé de football, FBF. Pour dossier incomplet, la commission électorale de la FBF a dû déclasser la candidature du président de la section football de l'AS Douane. Du coup, l'élection du président de la FBF prévue pour le 31 août prochain sera un duel entre le colonel-major Oumarou Sawadgo et l'ancien joueur des étalons Jonathan Pitroapa. On voit tout cela avec Madi Zongo et Benjamin Kwame. L'attente a été longue pour les hommes de médias ce 25 juillet 2024 dans la salle Zemstaba du Centre technique national. Et pour cause, la commission électorale de la Fédération burkinabé de football devait rendre les résultats de ses travaux de validation des candidatures à l'élection du patron de la FBF. Après plus de 4 heures de délibération, les représentants des candidats sont appelés dans la salle pour avoir la primeur des décisions. À la sortie, Jules Ramdé, le représentant de Ali Guissou, s'est dirigé vers la sortie sans faire de déclaration. Une mauvaise nouvelle pour Ali Guissou n'était pas à exclure. Sous la conduite de son président Rodrigue Wangrawa, la commission électorale s'installe à 19h30. Le rapporteur Isaac Domba livre le résultat des travaux. On reçu 4 dossiers de candidature. Le premier, donc, avec une liste dirigée par M. Diallo Montard, et un deuxième dossier avec une liste conduite par M. Sawadgo. Le troisième dossier avec peut-être le vice-ministre Ali. Et le dossier avec peut-être le vice-ministre Pitroapa et Yann Jonathan. D'abord, nous n'avons pas eu à prononcer sur le dossier du candidat. La liste conduite par M. Diallo Montard, M.
mesure où l'intéressé est venu retirer notre dossier, en laissant notre correspondance au président de la commission électorale, retirer notre dossier de candidature de sa liste. Il restait donc 3 dossiers à examiner par la commission électorale. C'est ce qui a été fait. Et à l'issue de notre audience, les résultats sont présents comme suit. Il y a 2 listes qui ont été validées par la commission électorale. Il s'agit de la liste conduite par M. Saogo Marou et celle conduite par M. Jonathan Kouaba. La liste conduite par Ali Guissou a été irrecevable. Parce que est complexe, à la mesure où, le 24 juillet, à la clôture de notre complément de dossier, un candidat de cette liste a été venu, la correspondance également actée au livret de sa candidature. Tout ne serait pas perdu pour le fondateur du Real du Faso dans son intention de participer à la course à l'élection du président de la FBF, selon le patron de la commission électorale. Le droit est accordé à tous ceux qui ont un objectif et qui sont retenus également sur la liste provisoire de faire cours. En attendant une éventuelle contestation de la décision de la commission électorale par Ali Guissou, le duel entre le colonel-major Oumarou Sawadogo et Jonathan Pitroapa, le meilleur joueur de la CAN 2013, aura lieu le 31 août dans la même salle, Zemstaba. L'autre actualité sportive ce 26 juillet 2024, c'est bel et bien l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris cet après-midi même. Le plus grand rendez-vous sportif du monde entier ne fait pas que des heureux, il y a aussi des malheureux. Hier, les sans-abri installés devant la mairie de Paris ont été tout simplement évacués, presque manu militari, vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères d'Africa News. Un camp provisoire de migrants situé devant la mairie de Paris a été évacué jeudi, à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Sous escorte policière, ces sans-abri embarquent à bord de bus pour un autre site provisoire, en attendant une solution définitive. Natacha Louise Betty, 36 ans et originaire du Burkina Faso, effectue le voyage avec son fils d'1 an. Que le gouvernement français, au lieu de penser à ceux qui vont venir, qui pense d'abord à nous. Nous avons fait des enfants qui sont français, qui ont des affaires de naissance, pas d'autres pays, de la France, qui pensent à eux d'abord. C'est eux la relève de ce pays, qui pensent à eux d'abord. Et pour le moment, que les JO, même si ça se fasse, qu'ils trouvent une solution à notre problème. Parce qu'on est fatigué, on est vraiment fatigué. Face à la situation, le directeur de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France ne comprend pas que les associations de défense de migrants telles que Ethiopia 56 parlent de nettoyage social. Nous avons un système pour aller chaque semaine dans les rues de Paris afin de proposer des places et d'éviter les grands campements et les longs campements. C'est ce que nous faisons. Nous ne comprenons donc pas vraiment les critiques car nous sommes très déterminés à offrir des places à ces personnes et à prendre soin d'elles. Ces familles, elles ont été victimes du nettoyage social et de la politique fasciste et raciste de l'État français, qui consiste à expulser toutes ces personnes des différents logements sociaux qui étaient destinés à leur hébergement et qui a remplacé ces hôtels pour un but lucratif. Des manifestations ont eu lieu pour protester contre le démantèlement des campements de sans-abri par les autorités. Beaucoup plus proche de chez nous au Maroc, les fortes chaleurs endeuillent des familles. La ville de Beni Mellane pleure plus de 20 morts, des décès survenus en seulement 24 heures. Nous restons avec nos confrères d'Africa News pour en savoir davantage. La vague de chaleur qui s'abat sur le Maroc a fait au moins 21 morts en 24 heures dans la ville de Beni Mellane. Les fortes températures dans la ville située à plus de 200 km au sud-est de Casablanca ont causé la mort de personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques. Il faisait encore 43 degrés Celsius jeudi. Les températures devraient baisser dans les jours à venir selon le département de météorologie. L'institution a déclaré que les températures élevées ont touché la majeure partie du pays.
Il a fait jusqu'à 48 degrés Celsius dans certaines régions de lundi à mercredi. Il s'agit de la 6e année consécutive de sécheresse au Maroc qui a connu une chaleur record au cours de l'hiver dernier, notamment en janvier où les températures ont atteint 37 degrés Celsius dans certains endroits. Le record de température au Maroc est de 50,4 degrés Celsius. Il a été établi en août de l'année dernière dans la station balnéaire d'Agadir. Un lien entre l'augmentation de la durée, de la force et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique a été établi par les scientifiques du programme Copernicus d'observation de la Terre de l'Union européenne. Dernier point de ce journal et on en vient à la page entretien de ce 13h consacré à l'organisation Toastmaster International. Pour en parler, je reçois pour vous Stéphane Zesse, DTM, directeur de la qualité des programmes du district 130. Monsieur Zesse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la formation que vous allez donner aux dirigeants Toastmaster Burkina Faso. Il faut le signaler, c'est une visite de 72 heures. Mais avant de parler concrètement de votre formation, dites-nous, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle de l'organisation Toastmaster, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Quelle est la mission première de votre organisation? Déjà, merci de nous recevoir sur ce plateau. Toastmaster International est une organisation non gouvernementale à but non lucratif présente sur plusieurs pays dans le monde entier. Née il y a 100 ans, parce que nous sommes dans l'année du centenaire, qui offre aux membres la possibilité de développer leurs compétences en communication et en leadership. Toastmasters District 94, District 130, raison pour laquelle je suis là ce matin, c'est 12 pays. 12 pays dont le Burkina Faso est le numéro 2 en termes de taille, après le Grand Nigeria. Le Burkina compte 37 clubs et de ce fait, nous souhaitons nous assurer que la formation des dirigeants locaux se passe bien, raison pour laquelle nous nous sommes rendus au Burkina, à Ouagadougou, pour cette visite officielle de 72 heures. Vous l'avez dit tantôt, le Burkina Faso, deuxième en termes de club impactant. La formation des dirigeants va s'appuyer sur quel et quel module, entre autres, si on tient compte du fait que vous vous investissez plus dans le développement personnel de vos membres, notamment les outiller pour une meilleure prise de parole en public. Tout à fait. Alors, merci pour la question. Vous voyez, nous sommes en début d'un nouveau mandat. Le mandat à Toastmasters, c'est du 1er juillet au 30 juin. Et en début de chaque mandat, chaque division, et je note que le Burkina en compte 3, derrière le Grand Nigeria qui en compte 4, chaque début de mandat, disais-je, chaque division qui regroupe un certain nombre de clubs se charge d'organiser la formation pour les officiers de leur club, histoire de les outiller, de renforcer leurs capacités pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont les leurs en fonction des clubs, parce que chaque club a sa spécificité, même si l'objectif global, c'est la formation des membres. Donc, en début de mandat, comme c'est le cas aujourd'hui, il est question de former les dirigeants, les officiers des clubs, et pour ce faire, les divisions reçoivent des modules du district et justement, directeur en charge de la qualité des programmes, c'est mon rôle d'envoyer les modules, de sélectionner les modules qui seront utiles au renforcement de capacité des dirigeants locaux, des dirigeants des clubs et demain, des formateurs qui sont des personnes expertes à Toastmasters, qui sont des personnes beaucoup plus anciennes, beaucoup plus capées, vont se charger de dispenser ces différents modules qui regroupent entre autres la spécification de ce qu'est le rôle de chaque dirigeant, parce que nous avons 7 dirigeants par club. On va leur donner des outils en termes, par exemple, d'organisation de réunions efficaces, des outils en termes de résolution des conflits, tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour piloter le club durant tout le mandat. Je suis sûre que les téléspectateurs veulent le savoir. À part ces formations pour de meilleures personnes, entre griffes,
à Toastmaster, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se fait? Alors, qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain? Comme je disais, la formation est particulière. La méthode d'apprentissage Toastmaster est une méthode qui est magnifique. C'est l'apprentissage par la pratique. Ça veut dire qu'une personne qui ressent le besoin de formation en leadership, en communication, qui a envie d'apprendre à prendre la parole en public, qui a envie de développer sa gestion du temps, de développer l'efficacité au travail dans le management des équipes, peut rejoindre un club Toastmaster. Et quand il rejoint un club Toastmaster, on lui affecte un mentor et il y a un programme. Le programme, c'est comme à l'université, vous avez le choix entre 11 filières. 11 filières qui peuvent aller de la communication vers le leadership. Donc, vous avez le choix entre 11 filières et une fois que vous commencez votre parcours, de façon concrète, vous vous retrouvez transformé. Transformé parce que vous serez un meilleur orateur, vous serez un meilleur manager et je suis sûr que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan personnel, vous serez impacté. Comment donc adhérer à vos Comment adhérer? Ça, c'est la question qu'on aime entendre. Il suffit d'aller sur le site de Toastmaster International, taper dans n'importe quel moteur de recherche Toastmaster International et vous aurez un endroit où vous sélectionnez Find a Club. Donc, recherche d'un club. En fonction de votre localisation dans le monde entier, Toastmaster va vous orienter vers les clubs qui existent dans votre zone. Mais de façon plus simple, il existe aussi des clubs en local. On en a 37, comme je disais, à Ouagadougou, à Bobo et à Koudougou, je pense bien. Et chaque personne qui souhaite se développer peut rejoindre un des clubs. Tout comme une entreprise ou un individu qui veut créer son propre club, c'est aussi possible. Sur la plateforme Toastmasters, il suffit de préciser son besoin et vous serez réorienté vers les ressources locales qui vous accompagneront dans ce sens. On le disait tantôt, Toastmaster International a 100 ans cette année 2024, créé précisément le 22 octobre 1924 par Ralph Smedley. Il faut le dire, en 100 ans d'existence, quels sont brièvement quelques acquis notables? Des acquis notables, c'est la transformation, parce que c'est l'objectif premier, c'est la transformation des milliers, que dis-je, des millions de personnes qui ont bénéficié de cette formation tant enrichissante. Et le centenaire se célébrera cette année à Los Angeles, à Anaheim, lors de la grande convention mondiale qui a lieu chaque année en août. Et de ce fait, bien évidemment, les Toastmasters du Burkina Faso, les Toastmasters du district 130 seront valablement représentés pour cet événement. Dernier mot pour terminer? Dernier mot pour terminer, si vous ressentez le besoin, si vous avez peur de prendre la parole en public, si vous avez envie de booster votre carrière, si vous voulez développer vos compétences en leadership, en communication, rejoignez le groupe, rejoignez l'organisation Toastmasters parce que la méthode Toastmasters a fait ses preuves, elle transforme réellement. Merci donc, Monsieur Nzesse, d'être passé sur ce plateau de la télévision BF1. Vous étiez là pour nous parler justement de la formation que vous donnez prochainement aux dirigeants de Toastmaster Burkina Faso. Il faut le noter, vous êtes DTM, directeur de la qualité des programmes du district 130. Vous ne venez du Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cet entretien que prend fin les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un autre rendez-vous de l'information. Bonsoir.